Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Grande question cette semaine qui m'a été posée par mail par un ami astronome qui est abonné comme moi à un journal, un magazine, qui est entre autres Ciel et Espace. Hein, et il est tombé sur l'article Big Data, l'ère des robots astronomes. Alors, moi je l'ai reçu aussi, hein, vous voyez, hein, bon, normal, hein, je fais partie de la FOR en même temps. Et donc il y a un dossier très intéressant sur l'avenir de l'astronomie. Donc il y a des articles, c'est un dossier, il y a plusieurs articles. Donc un qui s'appelle l'ère des robots astronomes. Voilà. Je vais vous dire la question bientôt, vous inquiétez pas. Hein. Les changements d'échelle, hein, donc je vous expliquerai un petit peu tout ça, les changements d'échelle aussi dans la vidéo. Alors c'est une vidéo dialogue, il n'y aura pas de montage, hein, il y aura juste l'habillage. Il y a aussi, donc on parlera un petit peu aussi de Strasbourg, capitale de la mémoire céleste, hein, je vous en parlerai un petit peu, je vous montre un petit peu comme ça à la caméra. Alors excusez-moi si les images ne sont pas nickel et si des fois c'est un peu flou, parce que je suis en train de filmer avec mon Sony Alpha 7S et j'ai pas de retour écran. Donc voilà, donc j'ai fait ce que je peux, parce que le Panasonic qui a l'écran qui s'oriente vers nous, il est en panne de batterie. Donc voilà, donc je vous dis tout. Voilà, alors apprendre les étoiles aux machines. Donc voilà. Donc c'est une vidéo dialogue, hein, on va juste dialoguer, je vais juste dialoguer avec vous. Vous mettrez un commentaire ce que vous en pensez. Le big data, autant des fiacres. Mais bon, ça, on ne s'intéressera pas trop à ça, parce que bon, c'est pas le plus intéressant dans le truc. Donc la question qui m'a été posée par mon ami astronome, amateur comme moi, bon, il a mon mail, et me dit, oh là là, Fred, t'as lu l'article de Ciel et Espace du numéro 561, septembre et octobre 2018. Je dis, bah oui, j'ai lu, oui. Bon, je ne l'ai pas tout lu encore, mais j'ai lu au moins jusqu'au dossier, donc le dossier Big Data, l'ère des robots astronomes. Et là, il me pose la fameuse question que je vais vous poser maintenant. Est-ce que l'astronomie amateur et professionnelle est morte? Alors, je sais qu'on peut être réticent face à la montée en puissance des technologies, des ordinateurs et de ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Oui, ça peut faire peur, bien évidemment. Je peux comprendre la peur des gens, tout ça. Alors, je vais commencer d'abord par l'astronomie amateur. L'astronomie amateur, est-ce que ça va changer grand-chose pour elle? Non. Du moment que nous, on a nos bons vieux télescopes manuels ou Goto, ou motorisés Goto, ou avec GPS et suivi et tout le bassin et tout ce qu'on veut rajouter dessus, qui est déjà une technologie assez avancée, il faut quand même le dire, qu'il y en a qui utilisent des caméras ou des APN, des CLR, comme on dit, comme moi j'utilise. C'est déjà une technologie qui est avancée, parce que, bon, il y a quelques années, je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, pour faire de l'imagerie planétaire ou ciel profond, on utilisait les webcams, et ces webcams, on les chimistrait pour en faire des caméras spécialisées pour l'astronomie. Mais bon, c'était les heures de la première imagerie, quoi, des premières imageries. Et puis bon, maintenant, vous connaissez l'évolution de tout ça. Il y a des superbes caméras. Il y en a qui valent 50 €, il y en a qui valent 4 000, il y en a qui valent 40 000, il y en a qui valent presque 100 000 €. Mais bon, ça après, comme les télescopes, il y en a qui valent 50 €, il y en a qui valent plus de 100 000 €. Mais bon, non, pour nous, le machine learning, le deep learning, l'intelligence artificielle, l'ère des robots astronomes, pour nous, astronomes amateurs, ça ne va pas vraiment changer grand-chose et ça ne doit pas nous faire peur. Parce que d'une, ça va pouvoir nous servir aussi. Alors, là, je vois qui vont être étonnés, ils vont dire comment ça peut nous servir? Oui, ça peut tout à fait nous servir, parce qu'en réalité,
ça ne va pas servir qu'aux astronomes professionnels, d'après ce que j'ai lu dans le dossier, ça va pouvoir nous servir à nous. Et il faut savoir que le Big Data nous est déjà... alors, le Big Data français de l'astronomie, donc Strasbourg, capitale de la mort céleste, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que depuis 1972, le Centre des données de Strasbourg, le CDS, recueille les données collectées par les grands observatoires et en fournit l'accès aux professionnels comme aux amateurs. Un service unique dans le monde. Vous voyez, déjà, on a commencé déjà à faire du big data, c'est-à-dire à stocker les données informatiques dans des disques durs, machin et tout ça, avec des serveurs qui trient les données, qui les compressent s'il y a besoin de les compresser, qui vont les classer, parce qu'il faut bien les classer, parce qu'il ne faut pas que ça soit non plus stocké comme ça, n'importe comment, machin, patati patala. Et puisqu'il faut qu'on puisse y retrouver, les professionnels et les amateurs, il faut qu'ils puissent retrouver ce qu'ils veulent chercher. Donc, pour nous, ça ne va rien changer. Au contraire, on va pouvoir avoir accès à une base de données immense. Pour nous, les amateurs, on a déjà une base de données immense là, par le CDC, à Strasbourg. On a déjà une base de données immense, puisque... alors, je n'ai pas noté les informations, mais je peux le chercher. Je crois que c'est... Ils le disent à quelque part, c'est un truc comme 15 petaoctets. Non, excusez-moi. Si, c'est ça. Non, c'est 5 petaoctets. Excusez-moi, voilà. C'est 5 petaoctets, ce qui est déjà pas vilain, hein, 5 petaoctets. Alors, pour vous expliquer ce que c'est un petaoctet, un petaoctet est égal à 10 puissance 15 octets, soit 1000 téraoctets. Déjà, un amateur, quand il aura fait le tour des 1000 téraoctets qu'il a à sa disposition par le CDC, déjà, il sera bien content. Hein, déjà, d'une. Bon. Alors, pour nous, les amateurs, ça ne va rien nous changer. Parce que moi, en tant qu'amateur, du moment que je peux sortir mon télescope, que je peux l'amener sur le terrain, aller contempler les étoiles, machin et tout, bâtin et tout, pour moi, ça ne change rien. Pour nous, les amateurs, pour moi, de ma pensée à moi, pour nous, les amateurs, ça ne va rien nous changer. Nous, on ne va pas continuer à faire de l'astronomie, parce que tant qu'on aura accès au ciel et qu'on ne continuera pas à nous le polluer avec des lampadaires, espérons qu'on ait quand même des endroits encore en France où on puisse encore voir le ciel correctement. D'accord? Du moment qu'on a ça, moi, ça ne me dérange pas. Après, on va parler côté astronome professionnel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'astronomes professionnels qui sortent de l'école, des universités, avec leur doctorat en poche, youpi, je suis astronome professionnel, qui se retrouvent à faire du classement de données, du classement de données informatiques. Oui, le CDS, là, ça n'a pas été classé au départ par des algorithmes informatiques intelligents, intelligence artificielle, parce que, bon, je fais entre guillemets, parce que l'intelligence artificielle, c'est bien un grand mot. Tant que l'homme est encore derrière son clavier à programmer l'intelligence artificielle, le nom d'intelligence artificielle est un peu usurpé par l'intelligence artificielle. Donc, je voudrais dire là-dessus que pour les astronomes professionnels qui vont sortir des écoles, machin et tout, eh ben, ils peuvent d'ores et déjà se dire, oui, quand il va y avoir les grosses machines d'observation comme Gaia, qui est déjà en train de faire des données, le VLT qui est déjà en train de faire des données, le ELT qui va faire des données bientôt, en 2022-2024, le télescope... attendez, j'ai les noms ici, je ne les ai pas notés puisque c'est tout dans l'article, hein, on ne va pas s'embêter. Donc, quand vous avez... alors, je vais vous donner des chiffres, vous allez voir. Le Harvard. Donc, à Harvard, il y a déjà une base de données. De 1885 à 1997, ils ont engendré 25 téraoctets. Planck, à lui tout seul, a engendré 100 téraoctets. C'est-à-dire pendant le temps de sa mission. Hubble a engendré jusqu'à maintenant 140
téraoctets et je vois qu'il y a un petit 2. Donc le petit 2, c'est sur la période de 1998 à 2018, c'est-à-dire de 98 à maintenant. Il a engendré 140 téraoctets. Vous imaginez, à lui tout seul. Allemand, 416 téraoctets. Le VLT, 600 téraoctets. Alors, il y a des petits chiffres pour le VLT aussi, c'est 3. Données cumulées depuis 1998. 600 téraoctets. Là, on passe à un niveau au-dessus. Le satellite Gaïa, qui lui sert à faire la base de données de notre galaxie. C'est-à-dire à regarder toutes les étoiles où elles sont positionnées dans la galaxie. Les amas de la galaxie. Tout, quoi. Enfin, tout ce qui constitue la galaxie. Gaïa, 2 pétaoctets. C'est-à-dire, il y a le petit chiffre. Je me reporte au petit chiffre. Je le fais en même temps que vous. Hein, c'est un dialogue, donc on le fait comme ça, à la volée. Volume c'est volume de données attendues en fin d'exploitation. C'est-à-dire que quand il aura fini de prendre des photos et d'exploiter tout le truc, ce sera 2 pétaoctets. Je continue parce que j'ai des chiffres encore à vous donner. Euclide, qui lui, il va faire de la recherche d'exoplanètes. 100 pétaoctets. 100 pétaoctets. On était à Gaïa, on était à 2 pétaoctets. Là, 100 pétaoctets. Vous imaginez 100 pétaoctets. C'est un truc de dingue. Je vous dirai à peu près ce que ça correspond, à quoi ça correspond, les mégas, les gigas, les téras, les pétas et les hexas, pour ceux qui ne savent pas. Mais 100 pétaoctets, c'est un truc de dingue. Alors là aussi, il y a un petit chiffre. Donc le petit chiffre, j'ai 42 ans, hein, je suis aveugle. Le 7, estimation sur ces 6 ans d'exploitation. Vous imaginez ? Sur 6 ans d'exploitation, c'est une estimation, donc ça peut être plus ou moins, 100 pétaoctets, c'est un truc de dingue. Le LHC, alors il y a le petit 4, c'est archives scientifiques sur la période 2000-2017, donc sur 17 ans, 200 pétaoctets. 200 pétaoctets. Euclide, c'est 100 pétaoctets, excusez-moi, je me suis trompé. Je vous avais dit 200, mais c'est 100 pétaoctets. Le LHC, lui, c'est 200 pétaoctets. Excusez-moi, hein. Le LST, c'est-à-dire le Large Synoptic machin Star Telescope, je ne sais pas un peu plus vraiment son nom, mais je m'en fous là. De toute façon, on est juste en train de faire un dialogue. Hein. Vous me direz après ce que vous en pensez dans la vidéo, vous, ce que vous en pensez du machine learning. Mais c'est pour vous donner des chiffres que ça engendre les observatoires du futur. Parce que le LST, il est en cours de construction. Il n'est pas encore... Bon, il n'est pas encore en fonction. Donc, voilà, 500 pétaoctets. Alors, le petit 6, c'est estimation sur ces 10 ans d'exploitation. 10 ans d'exploitation, 500 pétaoctets. Tout à l'heure, je vous parlais du SKA, c'est-à-dire du Square Kilometer Array. Là, on passe à un niveau au-dessus. Mais quand je dis un niveau au-dessus, c'est vraiment un niveau au-dessus. Et quand je vais vous dire à quoi ça correspond, les téras, les pétas et les... Là, on passe à hexaoctets. 5 hexaoctets. Quand je vais vous dire à quoi ça correspond par rapport aux autres, vous allez devenir dingue. Et les archives Google du web, parce qu'ils ont quand même pris une référence... En dehors des données de l'astronomie, les archives Google du web, c'est 15 hexaoctets. D'accord? Donc là, je vois que le SKA, il y a un petit chiffre aussi. Donc 8 estimations pour la période 2019-2030. Bon, ça fait une vingtaine d'années, on va calculer à peu près ça. Hein? Non, ce que je dis, ça fait une vingtaine d'années, ça fait 11 ans. Je suis con, ça fait 11 ans. 11 ans d'exploitation. 5 hexaoctets. Alors, je vous ai donné des chiffres qui ne veulent rien dire pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça veut bien dire, bon, bah, tant pis, je vais quand même le faire. Donc, on va commencer par mégaoctet. Alors, 1 mégaoctet, c'est 1 million d'octets. C'est 10 puissance 6. Gigaoctet, c'est 1 milliard d'octets. C'est 10 puissance 9. Téraoctet, c'est 1000 milliards d'octets. 10 puissance 12. Le pétaoctet, c'est 1 million de milliards d'octets. 10 puissance 15. Et l'hexaoctet, et là c'est le truc qui est le plus dingue pour moi,
1 milliard d'octets. 10 puissance 18 octets. Si vous imaginez Google, c'est 15 octets. C'est-à-dire 15 fois 1 milliard d'octets. C'est un truc de fou. Alors, comment voulez-vous que l'être humain, l'homme, pour pas dire autre chose, l'homme, la femme, les êtres humains qui vont travailler dans le futur de l'astronomie, puissent classifier ça, même avec des machines, des ordinateurs, au clavier et à la souris? C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut inventer des machines capables de calculer très vite, donc des supercalculateurs. C'est pour ça même que passé un moment, on parlait un peu de ces machines fantasmagoriques, des processeurs cubiques, machin, qui allaient calculer en qubits. Bon, enfin, bah, c'était des machines très compliquées à comprendre. Et bon, pour le moment, elles ne fonctionnent pas, mais le jour où elles fonctionneront, c'est elles qui vont s'occuper de faire ça. Alors, ces machines, à quoi elles vont servir? D'après l'article, elles vont servir surtout à reconnaître les objets, c'est-à-dire les étoiles, les différentes galaxies, les différentes nébuleuses, les différentes exoplanètes, les différentes structures de l'espace, etc., etc. Et elles vont les classer. Les compresser s'il y a besoin de les compresser. S'il y a des images très lourdes, il va falloir les compresser parce que les ordinateurs qu'on a actuellement et même qu'on aura dans 10, 20, 30 ans ne seront pas capables de pouvoir générer ces images brutes. Donc il faudra les compresser pour les mettre lisibles pour les ordinateurs des scientifiques qui vont les utiliser. Même si on arrive sur des machines de plus en plus puissantes. Hein. Vous voyez maintenant un smartphone, le dernier iPhone qui est sorti avec la puce A12 Bionic, c'est 1000 fois plus puissant que c'est même 10 000 fois plus puissant que le premier ordinateur que j'ai eu de ma vie. Le TO7 est 10 000 fois moins puissant que le iPhone 10 d'aujourd'hui, avec la puce A12 Bionic. Donc on va bien sur des ordinateurs de plus en plus puissants. Mais ça ne changera pas que l'homme ne pourra pas lui-même, l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, hein, tous ceux qui travailleront dans l'astronomie du futur, ne pourront pas classer toutes ces informations. Parce que vous imaginez les télescopes qu'on va avoir dans les 10, 15, 20 ans à venir, là, qu'on va faire tourner, le ELT, je reprends ma page, donc le fameux ELT qui est là. Donc voilà, donc les futurs, ça va être l'ALMA qui n'est pas complet, mais qui va bientôt être complet. Donc l'ALMA, Gaia, Euclide, LHC, LST, SCA. Si on fait le calcul de tout ce que ça va générer en octets d'informations, c'est pas possible que même s'il y a dans l'avenir 1 milliard d'astronomes qui travaillent, 1 milliard d'astronomes professionnels qui travaillent dans le domaine, ils ne pourront pas classer ça par eux-mêmes. C'est pas possible. Il faudra que ça soit des machines. Et puis bien sûr, il faudra que ces machines sachent de quoi on parle. Quand un astronome professionnel, ou même nous les amateurs, si on demandera d'avoir une image, par exemple, du spectre parce que vous savez, je vous ai parlé des spectres des exoplanètes qu'on allait faire bientôt sur 6 exoplanètes. Quand on aura fait le spectre de ces 6 exoplanètes, peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ou même plus proche, dans 5 ans, on sera capable d'avoir un télescope hors de la Terre qui va pouvoir scanner le ciel et faire le spectre de je ne sais pas combien d'exoplanètes en une nuit qui vont engendrer des milliards d'octets de données. Et bien même là, ce ne sera pas possible que nous, les astronomes amateurs ou professionnels, on puisse aller dire bah moi je veux tel truc, tel machin, tel ci, tel là. Non, ce ne sera pas possible. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce ne sera pas possible. Il faudra qu'on ait ces machine learning, cette intelligence artificielle. Il faudra qu'on l'ait. Mais attention, c'est là que je vais fermer l'avocat du diable et que je vais fermer le bouquin parce que je ne veux pas être influencé par ce qui est écrit dans ce bouquin. Et là, je vais parler moi avec mon cœur. Je vais vérifier un truc. Si ça enregistre encore, parce que j'ai pas l'écran de retour. Donc je ne sais pas si ça enregistre encore.
parce que ça fait un moment que je vous parle. Donc excusez-moi, je fais ça, je me lève et je te bouscule et ça enregistre encore. D'accord? Donc voilà. Alors ça, peut-être que je le couperai au montage, on verra. Donc là, je vais parler avec mon cœur. Donc je reprends un peu mon souffle. Je vais boire un coup, tiens, puisque je vais couper la partie vidéo. Je vais reprendre ce que je disais. 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais parler avec mon cœur, vraiment. Oui, pour le progrès informatique au sein de l'astronomie. Je suis pour. Pour le machine learning, pour le big data, l'intelligence artificielle, tout ça, je suis pour. À une seule condition. Comme on le dit, nous, dans la campagne, qu'une pioche reste une pioche. Que si un jour une pioche se met à bêcher le jardin à votre place, il y aura du souci à se faire. Je m'explique là-dessus. Ça veut simplement dire qu'il ne faudra pas que ces machine learning, cette intelligence artificielle, se substitue aux astronomes professionnels. Il faudra quand même que ce soit le cerveau humain qui fasse le dernier travail, c'est-à-dire l'analyse des données, l'analyse des images. En s'aidant d'ordinateurs, en s'aidant de supercalculateurs, mais il faudra que ce soit l'humain qui ait encore le contrôle sur les données. Le classement des données, qu'on le confie à des machines, oui. Que les machines classent les données et se mettent à publier des découvertes, non. Il faudra que ça reste l'humain. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'étudier le ciel. Aucun. Je ne vois pas quel est l'intérêt que tout le boulot soit mâché par des machines et que le scientifique ne comprenne pas ce qu'il a devant les yeux et que la machine lui explique ce qu'il a devant les yeux et qu'après il dit bah ouais c'est bon j'ai compris et qu'il n'y ait plus d'informations qui découlent vers les amateurs ou les non-initiés. Ça, c'est ce que je veux pas. Que ça reste humain. Il faut que l'astronomie reste humaine. De toute façon, l'étude de la nature ne peut pas être autrement qu'humain. Ça doit rester humain. On n'a pas le droit de dire on va laisser faire des machines. Quand on laisse faire des machines des tâches répétitives qui n'ont aucun intérêt pour la recherche, c'est-à-dire du classement de données, de la reconnaissance de tel ou tel type d'objet du ciel profond ou de planète ou d'exoplanète ou de ci ou de là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et qui en fasse le classement et tout le bastringue et que ça soit bien rangé pour que les astronomes amateurs ou professionnels qui veulent étudier tout ça puissent le retrouver très facilement et pouvoir s'en servir pour travailler. Mais pourquoi pas? Maintenant, il ne faut pas que ça soit la bêche qui bêche à votre place. C'est tout ce que j'ai à dire. Il ne faut pas que ça soit... Voilà, moi je ne voudrais pas qu'un jour, mon télescope prenne ses jambes à son cou, se casse dans la montagne, et revienne et dit voilà, j'ai fait des observations de ci et de ça. Ce serait, je le dis en rigolant, mais ce serait complètement con. Il n'y aurait aucun intérêt à ça. Il n'y aurait aucun intérêt à ça. Voilà. Alors, déjà que les astronomes professionnels ne vont plus derrière les télescopes sont au bout du monde ou dans l'espace, ils reçoivent sur leurs ordinateurs des images, des informations, des données. Donc le mec qui est à Paris ou à New York ou je sais pas où, il n'a même plus besoin de bouger, du moment qu'il a une très bonne connexion internet, fibre optique, machin, voilà, donc déjà, l'astronomie a changé en ça. À l'époque, vous aviez les astronomes qui allaient, Georges Lemaître, pour ne pas citer lui, ou d'autres, qui allaient au Mont Wilson aux États-Unis, dans un télescope payé par un riche milliardaire américain à l'époque, qui était fanat d'astronomie. Tant mieux d'ailleurs qu'il y ait des riches milliardaires qui soient fanats de l'astronomie, tant mieux, parce qu'au moins ça permet de pouvoir faire des choses. Et ça a permis de lancer l'astronomie professionnelle plus qu'elle l'était déjà avant. Et les mecs, ils étaient derrière le télescope. Ils passaient des nuits derrière le télescope
à chercher nanana, nanana. Clyde Taibo qui a découvert Pluton, qui était à l'époque une planète, puis maintenant elle n'est plus une planète, hein, elle a été déclassifiée par l'Union astronomique en 2006. Et ben, il a passé des heures et des heures à prendre des images, à faire prendre des plaques photographiques. Et après, il a passé des heures et des heures à étudier les plaques photographiques. Et ça, c'était pour moi la vraie astronomie, même qu'elle était professionnelle. D'ailleurs, Clyde Taibo, c'était pas un professionnel, c'était un amateur, mais qui était vraiment intéressé par la découverte, de pouvoir découvrir des choses, et qui a passé des heures et des heures. Et là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous prenez votre ordinateur, vous êtes astronome professionnel, vous prenez votre ordinateur, vous demandez au VLT, vous demandez au gars du VLT, au gars de Hubble, au gars du SCA, au gars de n'importe quel télescope qu'il y a dans le monde. Vous leur dites, toi là, est-ce que tu pourrais, telle heure, tel jour, regarder telle partie du ciel, ou observer telle planète, ou observer telle étoile, ou observer telle galaxie. J'aurais besoin d'images, j'aurais besoin d'informations, j'aurais besoin de données, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça. Et il va recevoir une réponse sur sa requête, ouais, pas de problème, on peut le faire tel jour, machin, et boum, il reçoit ses images sur ordinateur, là-bas, à Paris, s'il est basé à Paris, ou moi je suis chez moi, par exemple, hein, si j'étais professionnel, je pourrais demander, envoie-moi les images de et je recevrai, et point barre. Et on pourrait me dire, bah oui, mais il y a déjà ces images-là, ces données-là, on les a déjà dans la base de données, machin, hop, la base de données, machin, tu y vas, et donc, tu mets plus l'œil derrière le télescope, derrière l'oculaire du télescope, t'es plus le professionnel, c'est fini. Ça, les télescopes, les professionnels, ils les voient même plus maintenant. Il y en a certains, ils n'ont jamais même vu un télescope de leur vie. Alors vous allez me dire, oui, mais dans les reportages qu'on voit à la télé, on voit des gens travailler dans les télescopes là-bas au VLT, machin aux Canaries, ou Oui, mais ce sont des astronomes professionnels, mais ce sont des techniciens. Les mecs, ils sont là pour faire fonctionner la machine, pour faire sortir l'image de la machine. Point barre, c'est tout. Les images, il les voit sur un écran, mais il les interprète même pas. Il les envoie à celui qui les a demandés ou à l'équipe qui les a demandés. Point barre, terminé. Les mecs, c'est des techniciens, des ingénieurs. Voilà. Ils sont là pour faire fonctionner la grosse bête. Le Jet Propulsion Laboratory, ceux qui sont assignés à Hubble, ils les voient les images de Hubble arriver sur les écrans. Il les pré-traite, même. Il les traite, il les pré-traite, il les traite pour que le scientifique puisse les avoir, les machinistes, il les prépare et puis après il les reçoit. Mais c'est tout. C'est après l'astronome qui les a demandés, qui lui va faire son travail de recherche sur les images, sur les données et tout team qu'il a demandé. Ça, c'est encore de la vraie astronomie. Je veux pas que plus tard, il y ait une intelligence artificielle qui prenne les commandes du VLT, pour citer celui-là, ou du Hubble, s'il est encore là ou dans l'espace, et que il se mette à diriger les télescopes là où il veut, étudier ce qu'il veut, publier un article sur ce qu'il a étudié. Vous liriez, vous, le databot, parce que ça s'appellera comme ça peut-être, le databot, le bot data peut-être, numéro 513 530 nanana, a publié l'article de tanana. Vous le liriez, vous? Ou vous liriez plutôt Aurélien Barraud, ou Le Huc, ou Éclin, ou Jean-Pierre Luminet, ou Marc Lachaiseray, ou un autre, ou je sais pas qui, a écrit l'article. Bah moi je lirais plutôt l'humain, l'article de l'humain. Ou l'article de la fille, du mec, du gars, de la fille. Voilà, je lirais l'article écrit par un être humain. Si c'est bot data numéro 530 000 de je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre, moi. Je veux pas savoir si c'est une machine. Si c'est une machine qui l'a écrit. Surtout qu'en plus, dans l'article, pour revenir un petit peu à l'article, ils disent qu'on a écrit des algorithmes de calcul
basé... Bon voilà, j'ai eu un petit problème technique avant que ça coupe parce que oui, il y a l'histoire des 29 minutes, ça enregistre 29 minutes, donc ça coupe là, terminé. C'est vrai que c'est bien utile d'utiliser des caméras, des appareils photo comme caméra. Le seul problème, c'est que ça coupe au bout de 29 minutes. Et comme je suis filmé avec mon Sony et que j'ai pas de retour écran, je ne voyais pas le temps affiché. Donc, c'est pas grave. On va reprendre la vidéo où j'en étais. Donc, je parlais de la programmation de ces intelligences artificielles. C'est basé sur du neuronal. Neuronal, c'est-à-dire sur la fonction du cerveau humain. Mais le problème, c'est qu'ils disent qu'on programme ces programmes d'apprentissage, de machine learning, de deep learning, comme fonctionnerait un cerveau. Sur le fait qu'un cerveau, ça fonctionne avec des neurones, des synapses. Vous avez un neurone, le neurone, il a plusieurs synapses. Ces synapses s'embranchent avec un autre synapse et ça va sur des neurones et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc il y a des forêts de neurones qui se mettent en fonction. Par exemple, là, quand je suis en train de vous parler, j'ai des forêts de neurones qui se mettent en fonction pour pouvoir vous parler. Rien que le fait de parler, ça engendre tout un processus de neurones qui se mettent en route dans le cerveau et tout ça. Rien que le fait de faire des gestes, de ça, de marcher, bon. Et le problème, c'est qu'ils disent, on sait comment c'est programmé, mais pour en revenir un petit peu sur l'article, ils disaient que pour savoir un petit peu ils savent comment c'est programmé, puisque c'est le programme eux-mêmes. Sauf qu'ils ne savent pas comment la machine qui apprend, le deep learning qui apprend, ne savent pas comment elle apprend et comment elle en arrive à la conclusion qu'elle arrive à un résultat. Ils ne savent pas par quel cheminement de pensée la machine a utilisé pour en arriver à ce résultat. Ils ne savent pas. Donc imaginez ces machines-là à la place des astronomes professionnels faisant du classement de big data, de données qui arrivent de de tous les instruments qui seront en fonction dans les années à venir, et que ce soit eux qui écrivent des articles. Comment on pourra interroger la machine si les informaticiens qui ont programmé la machine ne savent pas comment la machine est en arrivée au cheminement du résultat? C'est-à-dire, par exemple, moi, je vais observer, j'en sais rien, je vais observer le soleil. Je vais voir que sur le soleil, il y a une tache. Je vais me faire la réflexion par moi-même de me dire, ah bah tiens, cette tache, est-ce que ça vient de mon appareil photo qui est mal nettoyé? Ou est-ce que ça vient de mon porte-oculaire qui a une tache? Ou est-ce que la tache est sur le soleil? Je vais faire une recherche. Donc je vais regarder tout le cheminement de l'optique de mon télescope, s'il n'y a pas un problème. S'il n'y a pas de problème, je vais en déduire qu'il y a une tache. Donc vous voyez, là, je vous explique le cheminement du fait que j'ai découvert une tache sur le soleil. OK? Au même titre que quand vous regardez Saturne, Saturne elle a des anneaux, vous constatez que vous voyez bien les anneaux de Saturne, mais si vous ne savez pas que Jupiter a des anneaux, et elle en a, vous n'allez pas dire que Jupiter a des anneaux. Mais par contre, si vous faites une recherche sur Internet, par exemple, est-ce qu'il y a une autre planète dans le système solaire qui a des anneaux? Bon, on va déjà vous dire Saturne a des anneaux, on va vous dire que Jupiter a des anneaux, et on va vous dire que Uranus et Neptune, ils ont des anneaux. Bon, vous avez fait un cheminement de recherche, vous pouvez l'expliquer votre cheminement de recherche. Vous dites, voilà, j'ai regardé Saturne, j'ai constaté qu'il y avait des anneaux, je me suis posé la question, est-ce que les autres planètes avaient des anneaux? J'ai un outil qui s'appelle un ordinateur, que ce même outil appelé ordinateur est connecté à Internet, j'ai lancé une recherche sur Internet. Et j'ai trouvé ceci et cela sur Internet. Et voilà comment j'ai trouvé qu'il y avait des anneaux sur d'autres planètes. Vous comprenez? Il y a un cheminement, vous pouvez l'expliquer. Mais si vous savez comment vous fonctionnez dans votre tête, mais si vous ne savez pas comment la machine learning, la deep learning, l'intelligence artificielle a fait elle-même pour réfléchir au truc et pour arriver au résultat, comment pouvez-vous l'interroger? Vous ne pouvez pas. Un élève en classe, un professeur, un astronome, vous pouvez l'interroger. Parce que lui, il sait comment il a fait pour arriver à ce cheminement.
Et donc, il peut vous l'expliquer. Qui vous dit que les programmateurs qui ont programmé le deep learning, l'intelligence artificielle, vont pouvoir interroger le deep learning en lui demandant « Explique-nous ton cheminement. Comment tu en arrives à ton résultat ?» Parce que en recherche scientifique, que ce soit n'importe quelle recherche scientifique, il faut toujours mettre... comment dire? Il faut toujours se poser la question, est-ce vraiment le résultat obtenu? Est-ce que le résultat obtenu est honnête? Est-ce que le scientifique a bien fait toutes les démarches honnêtement pour en arriver à ce résultat? On va en mettre en doute sa parole. Et c'est ce qu'il demande le scientifique. Je ne vois pas un seul scientifique au monde dire « j'ai trouvé ça, c'est comme ça ». Non, il sait très bien qu'il y a des scientifiques qui vont prendre son travail, qui vont l'éplucher et qui vont mettre en doute sa parole dans le but d'arriver au résultat lui-même, du même résultat, sans aller chercher le même résultat, et en passant par d'autres chemins de réflexion. Est-ce que des machines programmées vont pouvoir contrôler notre machine programmée sans se dire « Ah ben moi je vais passer par le même cheminement de réflexion, puisque de toute façon, c'est le plus facile. » Et je ne vais pas m'emmerder à aller chercher un autre chemin de réflexion. C'est ça, c'est ce qu'on appelle, chez l'être humain, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Est-ce que les machines, le deep learning, pour me faire l'avocat du diable, qui pourrait remplacer les astronomes, est-ce qu'elles sont capables d'avoir un libre arbitre? Non. Une machine programmée, tant qu'elle sera programmée par un ordinateur, par un homme, une femme, excusez-moi, elle ne sera pas capable d'avoir le libre arbitre. Un être humain a le libre arbitre. Parce qu'un être humain est né avec le libre arbitre. Parce qu'un être humain est né avec ce qu'on appelle la réflexion. La phrase de Descartes, c'est je suis donc je réfléchis, ou je réfléchis donc je suis. Vous voyez, je veux vous dire qu'il y a un cheminement, ok? Nous, les humains, nous avons un cerveau, on ne l'explique pas vraiment comment il fonctionne non plus, mais on peut expliquer comment on a fait cette démarche pour en arriver là. Par exemple, 1 plus 1 égale 2. Je vais écrire mon opération, 1 plus 1 égale 2. Comment j'en suis arrivé au résultat de 2? Ben, j'ai ajouté le 1 avec le 1, les deux 1, ça fait 2. 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, là j'ai expliqué mon cheminement de réflexion, parce qu'à l'école, on m'a expliqué que 1 plus 1 faisait 2. Donc je peux expliquer mon cheminement, je peux expliquer d'où vient le résultat de 2. D'accord? Alors qu'une machine, le programmateur par lui-même, qui a programmé la machine learning, le deep learning, ne sait pas, lui, il a programmé, il connaît son programme, il connaît ses lignes de programme. Il sait comment sa machine fonctionne, mais il ne sait pas quelle réflexion, quel cheminement de réflexion la machine... C'est écrit dans l'article, regardez-le, lisez-le l'article. Il ne sait pas lui-même comment sa machine a réfléchi. Il ne sait pas comment l'ingénieur, le programmateur, l'informaticien, il ne sait pas comment son programme a réfléchi pour en arriver à un résultat. Ils le disent, ils ne savent pas comment la machine a réfléchi par elle-même pour dire, par exemple, cette étoile elle est jaune, cette étoile elle est rouge, cette étoile elle est bleue. Ils ne savent pas comment le programme informatique a réfléchi, quel cheminement de réflexion il a fait pour dire ça c'est jaune, ça c'est bleu, ça c'est rouge. Ils ne savent pas. Ils prennent l'exemple du chien et du chat. Ils ont fait des essais avec des photos de chiens et chats. Il fallait que la machine reconnaisse que les chiens. Bon. Au départ, elle se trompait. Patata, c'est normal. Nous aussi, quand on est petit, on apprend, on fait des erreurs. Et au fur et à mesure, on apprend à plus faire des erreurs. La machine, c'est pareil. Le deep learning, c'est pareil. Elle apprend, elle fait des erreurs, machin, patati, patala. Au bout d'un moment, elle sait à 100% quel est le chat, quel est le chien. Bon. Sauf que, c'est dans l'article, hein. Lisez l'article, c'est pas moi qui le dis.
le gars qui est dans le machine learning, dans le deep learning, le gars qui prône, qui fait de la promotion pour le deep learning dans l'astronomie, dit ouais, mais la machine, si on lui montre une photo d'un cheval et qu'il n'a jamais vu une photo d'un cheval, va dire soit c'est un chat, soit c'est un chien. Vous voyez ce que je veux dire? Comment faire confiance à une machine que si on lui apprend à reconnaître les galaxies, par exemple, et qu'à un moment donné on lui met des nébuleuses, et qu'elle va dire bah, c'est une galaxie elliptique ou une galaxie spirale ou une galaxie spirale barrée ou une galaxie irrégulière, alors que ce sera une nébuleuse. Vous comprenez? Là, nous, on peut dire que l'erreur est humaine, mais est-ce qu'on va dire l'erreur est de la machine? Non, on va encore dire que l'erreur est humaine, parce qu'on dira bah oui, mais le programmateur de la machine a mal programmé la machine. Pourquoi la machine n'a pas pu reconnaître une nébuleuse à contrario des galaxies? Voilà. Donc pour moi, pour conclure la vidéo qui est déjà assez longue, pour moi, ça doit rester un outil au même titre, comme je le dis dans la vidéo, un marteau, une bêche, une pioche, un ordinateur, un stylo, ça c'est des outils, d'accord? Ce sont des outils, ça doit rester un outil adapté à l'homme et que l'homme peut s'en servir et que l'homme peut contrôler. Mon stylo, si je le décapuchonne pas et que je me mets pas à écrire avec, si je le recapuchonne et que je le laisse tomber sur mon bureau, il va tomber sur le bureau mais il va rien faire d'autre. Il va pas se mettre d'un coup à se décapuchonner tout seul et à écrire. Ou sinon il y a un problème, il y a un truc que je comprends pas. Ou alors j'ai fumé quelque chose qu'il fallait pas, ou j'ai bu quelque chose qu'il fallait pas, mais il y aura un problème. Mon cerveau va pas comprendre, il va dire « Oh, c'est pas toi avec tes doigts qui attrape le stylo, qui décapuchonne, machin ». Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même rester prudent. Moi, je pense que oui, ça doit rester un outil. Voilà. Du moment que ça reste un outil, ça sera bien pour nous les amateurs, pour les professionnels, mais il ne faut pas que ça devienne une machine de substitution. L'astronomie, c'est toujours fait avec des humains. Que ce soit des hommes, des femmes, ça a toujours été des êtres humains. Il ne faut pas que ça change. Jamais. Jamais. Même si un jour on envoie des robots sur Mars à la place des hommes, parce qu'on pensera que les robots, ce sera meilleur que des hommes, parce qu'on aura moins de risques d'envoyer des robots. D'ailleurs, on le fait déjà. C'est des outils. D'accord ? C'est pas le robot qui sur Mars va dire bah moi aujourd'hui vous m'avez dit d'aller là mais j'ai pas envie d'aller là, je vais aller là. Ben non, c'est pas à lui de le dire, c'est nous. On doit rester maître de nos outils et comme l'informatique on doit en rester maître. Je ne vais pas faire le yaïus sur le fait de Terminator du film Catastrophe où les machines prennent le contrôle par un virus, un verre informatique. Non, je ne vais pas vous faire le truc de ça, parce que ça, ce n'est que de la science-fiction. Et je ne pense pas qu'on en arrive un jour à ça. Je ne pense pas. Mais il faut qu'on reste maître de nos vies, il faut qu'on reste maître de notre destin. C'est à nous de décider, pas aux autres, pas aux machines. C'est pas aux machines de décider. Les machines, pour moi, je considérerais jamais une machine, même si un jour on me fabrique un Android style data, pour revenir sur un truc Star Trek. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Star Trek. Il y a un personnage qui s'appelle Data. C'est un Android. Bon. Il a une peau, il a de la chair, mais dedans, il y a de la mécanique, il y a de l'informatique, il y a un cerveau positronique, comme ils disent dedans. Mais ça reste une machine, quand même, dans le feuilleton. Si vous regardez bien, ils peuvent le déconnecter. Hein. Il y a un bouton marche arrêt derrière. Paf, paf, je t'éteins et terminé. Au revoir. Data, on range au placard. Et bien là, ça doit être pareil. Ça doit être pareil. On doit avoir la possibilité d'avoir un bouton de contrôle. Au moment où on sent que ça part en couille, paf, on arrête, terminé. Parce que l'intelligence artificielle, c'est très bien. Ça a été prouvé d'ailleurs dans la médecine avec les ordinateurs Watson
de chez IBM, qui ont des oncologues, donc des cancérologues, qui se sont servis de ces machines pour trouver un traitement adapté au cancer d'une dame qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ont rentré, alors, ils n'ont pas donné le nom de la dame, ils ont constitué un dossier médical avec un numéro référent, ils ont rentré les données dans Watson, Watson s'est servi de Google, carrément, il a dit, bon allez, moi je vais sur Google, il a été chercher tout ce qu'il pouvait en médecine, il a trié tout ce qui était par niveau cancérologie, il a tout trié, il a tout jeté, tout ce qui n'était pas cancérologie, tout ce qui était cancérologie, il l'a gardé, il l'a analysé, donc il a trié là-dedans aussi, tout ce qui n'était pas pertinent par rapport aux données qui avaient été relevées sur la dame, c'est-à-dire les constantes de la dame, il a tout trié, tout ce qui n'était pas pertinent, et au bout d'un moment, il a dit, voilà, il y a à quelque part dans un pays, un oncologue qui a utilisé ce traitement pour ce cancer-là, qui se rapproche du cancer de votre dame, de la dame, donc de la patiente que vous êtes en train de vouloir soigner. Ils ont essayé le traitement et ça a fonctionné. La dame, elle a été en rémission, elle est guérie, elle a été sauvée, elle est en vie. Bon, bah, tant mieux pour elle. Bon, mais le truc, c'est que ça ne marche pas pour tout le monde. Parce que si ça marchait pour tout le monde, pensez bien qu'on dirait « Ah, vous avez un cancer. Oh, c'est pas grave, attendez. On va rentrer les données dans Watson. On va vous faire plein d'examens. Tous les examens, ça va donner des données. On va tout rentrer dans Watson. Et on va laisser travailler Watson. Et il va nous dire, voilà, faites-lui ce traitement et c'est bon. Peinard. On dit, oh, bah, t'as eu un cancer. T'as été voir ton oncologue. Ouais, c'est bon. Il a rentré dans Watson et je suis guéri. Non. Bien sûr, il y a une limite à l'intelligence artificielle. Et cette limite, c'est que ce n'est pas un cerveau humain. Point barre. Il faut savoir parfois, sur certaines choses, reconnaître ses limites. Et une machine, ce n'est pas un humain. Une machine ne reconnaîtra jamais ses limites. Une machine n'ira jamais se dire « je vais me dépasser » puisqu'elle est toujours en train d'essayer de se dépasser. Vous voyez, la machine n'a pas la notion du dépassement de soi. Elle n'a pas la notion du libre arbitre. Elle n'a pas la notion de dire « ah, peut-être que là, il ne faut pas aller plus loin que ça. Peut-être que là, pour le moment, on n'est pas prêt d'aller plus loin que ça. Peut-être que là, on n'est pas assez évolué intellectuellement pour aller plus loin. » Vous comprenez ce que je veux dire? La machine, elle n'a pas le libre arbitre. Elle n'a pas le libre pensée. Elle n'a pas ça. Nous, les humains, on l'a. Et c'est ce qui fait notre force. Et c'est ce qui fait que malgré les ordinateurs qu'on a aujourd'hui très puissants, comme je vous disais, maintenant un iPhone avec la puce A12 Bionic, c'est plus puissant que le premier ordinateur que j'ai eu de ma vie. C'est 1000 fois plus puissant, c'est même 10 000 fois plus puissant. C'est dingue. Avec ce qu'on fait avec un iPhone, on ne le fait pas, je le faisais pas avec mon TO7 ou mon Amiga que j'avais il y a 40 ans, quoi. Rendez compte, même la première console de jeu où on jouait à Pong dessus avec un écran noir, un grand rectangle tac, un trait au milieu, et puis il y avait deux traits qui et puis une petite balle qui se machinait. Vous voyez les consoles de jeu maintenant qu'on a, c'est une puissance de malade. Et ben, même toute la puissance informatique qu'il y a dans le monde entier ne sera jamais aussi puissant qu'un cerveau humain. Jamais. Il y a des neurologues qui le disent, le cerveau d'un homme ou d'une femme, peu importe le sexe, et sera toujours plus puissant que toutes les machines qu'on pourra construire. Plus puissant. On peut réunir toutes les machines par connexion Internet, toutes les machines du monde, en faire un supercalculateur. Même ça, ce ne sera pas plus puissant que le cerveau humain. Le cerveau humain, c'est la machine la plus puissante du monde. Il n'y a pas plus puissant que ça. Même si vous avez le dobé du coin qui est con comme une pendule, hein, vous lui dites fourchette, il rigole comme un âne, et bien même lui, son cerveau sera toujours beaucoup plus puissant que n'importe quelle des machines construites par l'homme. Parce qu'il n'y aura pas cette histoire de libre arbitre, de libre pensée, d'avoir un cheminement de réflexion. Et moi, par exemple, je réfléchis d'une telle façon, un autre réfléchit d'une autre façon. Une femme réfléchit d'une autre façon. Une autre femme va réfléchir d'une autre façon de la première femme. On n'a pas tous les mêmes cheminements de réflexion. Et c'est ça qui fait notre force. Et c'est ça qui fait qu'on peut se dire, oui ou non,
on a raison, on a tort. Oui ou non, on peut dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. On peut faire le tri de bon ou pas bon, de raison ou pas raison, de tort ou de pas tort. Et c'est comme ça qu'on arrive au cheminement et qu'on arrive à savoir de plus en plus sur l'univers. Et j'ai pas envie que ce soit une machine qui me dise voilà comment l'univers est né. Je préfère que ce soit une femme, pourquoi pas une femme, ou un homme, ou les deux, ou une équipe. Mais humaine, des humains, pas une machine. Voilà. Là, pour conclure, oui au big data, oui au machine learning, oui au deep learning, oui au AI, quoi, à l'intelligence artificielle, mais à condition que ça reste un outil. Au même titre que moi, mes ordinateurs, ce sont des outils. Je m'en sers comme des outils et point barre. Voilà, le jour où je ne veux pas l'utiliser, mon outil, eh ben, il est là, il est éteint et puis terminé. Point barre. Ma caméra qui me filme, c'est pareil. Le jour où je ne la mets pas en route, ben, je ne la mets pas en route. Voilà. Et le jour où je vais sortir mon télescope et le mettre dehors, je le sors. Il ne va pas sortir tout seul. Je vais aller faire de l'astronomie, moi, ce soir. Non, c'est l'homme qui doit continuer à contrôler son destin. Voilà, c'est tout. Alors, je sais très bien, je vais conclure par ça, je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais l'homme se sent toujours supérieur. » Mais heureusement que l'homme se sent supérieur à une machine. Qu'on ne se sente pas supérieur au reste de l'univers, je veux bien, mais qu'on se sente supérieur à une machine, mais heureusement. Qu'on ne se sente pas supérieur par rapport au règne animal dans le monde, je veux bien. Puisque nous sommes des animaux, même si je pense donc je suis. Voilà, c'était ça la réflexion, c'est je pense donc je suis. Ce qui fait de nous l'humain et l'animal, la différence entre l'humain et l'animal, malgré qu'on soit des animaux, c'est quand même la réflexion. Je pense donc je suis. Ok? Donc on est quand même supérieur à quelque chose. Sinon, on serait à courir après des... Alors, on serait comme les chats à courir après les souris. C'est un exemple bateau, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire? On est quand même plus intelligent qu'un chat. Un chat est plus intelligent, bon, peut-être pas toujours que des souris, parce que moi j'ai des chats et des fois les souris sont plus intelligentes que mes chats. Ça arrive que mes chats, des fois, se fassent avoir par la souris. Mais bon, disons que il faut qu'on reste, moi pour conclure, il faut qu'on reste maître de nous. Il faut qu'on reste maître de notre recherche, maître de nous. C'est à nous, c'est nous qui commençons à nous poser des questions, c'est pas la machine. La machine, qui ça en a à foutre de savoir comment l'univers est né. Moi, c'est moi qui veux savoir, pas la machine. Ok? Voilà. Donc voilà, j'en conclurai là-dessus. Donc oui à l'intelligence artificielle dans l'astronomie, mais non si ça doit suppléer l'astronome professionnel. Voilà, ça doit rester un outil. Voilà. Donc je vous conclurai par dire, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire là pendant un bon moment. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, vous. Bon, je sais très bien qu'il y a toujours les petits cons qui vont arriver et qui vont me dire « Ouais, l'homme se croit toujours supérieur aux autres. » C'est pas grave, on s'en fout. Ils ont qu'à le penser si ça leur fait plaisir. Moi, pour contre, en tout cas, je tiens à dire une chose, l'homme doit rester maître de son avenir et de son destin et de sa recherche et de son questionnement. Voilà. Donc, mettez-moi tout dans les commentaires, ce que vous voulez, enfin, vos pensées à vous, vos réflexions à vous. Soyez complètement libre d'y aller à fond, de dire ouais, moi je suis pour qu'il y ait des robots, des datas, des machins, qu'on soit comme dans Star Trek. Allez-y. Si ça vous amuse, allez-y, faites-le. Moi, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, et peut-être que je referai une vidéo pour reprendre vos réflexions à vous. Voilà, donc je vous dis merci de m'avoir écouté. Merci, au fait. Merci pour les 1600... combien on est 1609, je crois que c'était 1609 au dernier recensement. Voilà, je suis sur un PC, je suis pas sur un Mac. Le mec qui fait le truc... hop là, eh ben oui, non mais n'empêche que ça marche beaucoup moins quand même le PC hein, sur Mac, hein, sans le Mac. Alors 1609, c'est ça, voilà, 1609. Merci aux 1609 abonnés hein, au moment où je tourne la vidéo. Merci, c'est grâce à vous que je suis là. Donc voilà, merci beaucoup. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Bon ciel et tout le team, et puis voilà, je vous dis au revoir à une prochaine vidéo et vous inquiétez pas, il y a des vidéos qui arrivent hein. Allez, salut!